Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. On poursuit notre dispositif spécial aujourd'hui sur School TV à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme. En France, on estime que ce trouble touche environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans. Alors on se demandera quel est le rôle de l'école dans la prise en charge de ces enfants. Deuxième partie d'émission, rencontre avec Baptiste Beaulieu, médecin généraliste et auteur de ce livre « Les gens sont beaux », édité chez Les Arènes. Les gens sont beaux, un hymne à la tolérance. On en parlera justement avec lui. Enfin, dans sa chronique, Loïc Landreau nous racontera tout sur l'origine de la fête de Pâques. Loïc, on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Il s'en est passé des choses ce week-end dans le monde de l'éducation, à commencer par ces nouvelles annonces du ministre Pap Ndiaye. Vendredi, le ministre de l'Éducation était auprès d'Elisabeth Borne en visite dans la Nièvre sur le thème des fermetures de classes en milieu rural. Ensemble, ils ont évoqué un changement de méthode en ce qui concerne la gestion de l'école dans les campagnes. Et Pap Ndiaye était invité le soir même sur France Info pour en parler. Il est revenu sur la baisse de la natalité dans les années 2000 qui explique aujourd'hui ces fermetures de classes en cascade. Et il a notamment annoncé une carte scolaire pluriannuelle. Écoutez. Au lieu, chaque année, en février et puis en juin, de donner la liste des classes qui ouvrent et qui ferment, avec parfois des maires, il faut bien le reconnaître, qui sont un peu pris au dépourvu. Ce qui est assez brutal. C'est assez brutal. Oui. Ils ont pu faire un investissement pour ouvrir une nouvelle école, en tout cas une nouvelle classe, penser à d'autres choses. Donc on va, avec les collectivités, penser les choses sur 3 ans, parce que les enfants qui naissent aujourd'hui sont scolarisés dans 3 ans, donc c'est une perspective qui permet... 3 années pour prendre du recul. 3 années pour pouvoir échanger sur la carte scolaire avec les maires, avec les préfets, pour bien voir comment on construit la carte scolaire et éviter les psychodrames annuels que l'on connaît. Le ministre également interviewé par Le Parisien hier avec un éclaircissement sur les remplacements de courte durée. Et un chiffre assez impressionnant. Selon lui, ce sont 15 millions d'heures qui sont perdues chaque année à cause d'absence de courte durée. Sa solution, donc en lien avec les syndicats, sera de proposer à des enseignants volontaires d'assurer ces remplacements. Alors concrètement, si un professeur d'anglais est absent, eh bien c'est un professeur d'histoire-géographie qui pourra prendre ce créneau. Évidemment, il fera cours dans sa propre matière. Et ces enseignants volontaires pourront gagner entre 1 250 et 3 750 € chaque année en plus en fonction du nombre d'heures travaillées. Et est-ce qu'on en sait plus sur les hausses de rémunération qu'il devait annoncer ? Oui, alors il a affirmé que la situation sociale avait un petit peu reculé toutes les annonces qu'il devait faire là-dessus, mais il va les faire officiellement dans la première quinzaine d'avril. Il y aura donc toutes les mesures autour de la hausse des salaires des enseignants. Et en ce mois d'avril, justement, des voix s'élèvent pour confirmer ce que tout le monde craignait, des lycéens qui sont déjà démobilisés. Eh oui, les épreuves de spécialité ont eu lieu la semaine du 20 mars, c'est-à-dire il y a déjà quasiment un mois bientôt. Vous savez que depuis la réforme Blanquer de 2019, c'est la première fois que le bac est réellement passé au mois de mars. Et même s'il reste encore une épreuve de philosophie et le grand oral, eh bien beaucoup d'enseignants constatent que les élèves sont déjà en vacances ou presque. On va écouter Pierre Priouret, qui est professeur de mathématiques et secrétaire général du SNES FSU Toulouse. Il était au micro de France Bleu Occitanie ce matin. Le risque, c'est la catastrophe pédagogique avec ces épreuves passées au mois de mars. Carrément. Oui, parce que les élèves auront joué, ils vont avoir leur note de spécialité le 12 avril. À partir de là, ils connaîtront 75% de leurs résultats au bac. Donc ça veut dire qu'ils auront joué quasiment leur baccalauréat de manière complète. Donc le risque, c'est qu'effectivement, on observe ce qu'on a observé déjà l'année dernière, avec des épreuves qui avaient été déplacées début mai, c'est-à-dire des élèves qui ne viennent plus en classe ou qui ne s'investissent plus suffisamment en classe, alors pourtant qu'il reste un trimestre et une bonne partie du programme à terminer. On poursuit avec le calvaire de Fares, 12 ans, harcelé dans son collège depuis le début de l'année scolaire. Il est apparu avec un grand pansement sur l'œil gauche ce matin sur BFM TV auprès de sa maman. Fares est atteint d'une forme rare d'épilepsie et il est scolarisé en classe Ulysse à Carcassonne dans l'Aude. Depuis qu'il y est arrivé, il est régulièrement harcelé et violenté. Sa maman raconte qu'au début, il s'agissait d'insultes, puis de coups, d'étranglements. Fares a même été poussé dans les escaliers sans que le collège ne prévienne sa famille. Aujourd'hui, le jeune homme refuse de retourner au collège et sa mère a porté plainte. Elle espère faire bouger les choses
en médiatisant son combat. Et oui, on pense très fort à eux. On termine avec cette proposition de loi pour financer les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les fameuses AESH. Oui, elle a été déposée par le groupe Liberté et Territoire qui rassemble majoritairement des députés venus de régions rurales. Vous savez peut-être que depuis le 20 novembre 2020, il appartient aux collectivités de garantir l'accès aux enfants en situation de handicap à la cantine scolaire ou à toutes les autres activités complémentaires, et ce n'est plus donc à l'État de le faire. Mais dans les faits, c'est très compliqué, surtout dans des communes qui ont très peu de moyens. Ce texte propose donc que ce soit à nouveau l'éducation nationale elle-même qui prenne en charge le financement des AESH via un déblocage de budget spécifique. À savoir qu'aujourd'hui, ce sont quand même 430 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés à l'école dite ordinaire pour seulement 132 000 accompagnants. Merci beaucoup Loïc. Alors justement, les AESH, on va en parler aujourd'hui puisque notre émission est consacrée aux troubles autistiques à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme. Quel rôle joue l'école dans la prise en charge de ces enfants autistes? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir donc deux invités. Laetitia Achikian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Un pour tous, Tous pour l'autisme. Et également André Mazin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de AFG Autisme, qu'on le voit trouver sur le petit pin, c'est important de le mettre. On va revenir à l'essentiel pour ceux qui ne savent pas, parce que ça arrive, effectivement, on peut comprendre. Certains ne savent pas encore réellement ce que c'est que l'autisme. Quelques mots pour le redire. André Mazin. C'est d'abord un trouble du développement. C'est-à-dire que les enfants, quand ils naissent, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et donc, ils devraient apprendre en observant ce qui se passe autour d'eux, notamment la communication. Et si jamais on devait se limiter à quelques éléments clés, oui, c'est le trouble de la communication qui ne se développe pas. Ils n'arrivent pas à s'accaparer les outils de communication, autant le verbal que l'observation des autres. Et puis après, ça va générer souvent des troubles du comportement parce que ce qu'ils vont percevoir de ce qu'il y a autour d'eux ne sera pas forcément compréhensible pour eux. Et puis nous, on ne les comprendra pas. Et donc c'est là où on a besoin d'outils et de gens vraiment formés là-dessus pour comprendre comment ils fonctionnent et les amener vers notre fonctionnement neurotypique. Oui, justement, vous dites que c'est important, c'est nous, on ne les comprendra pas. Effectivement, c'est difficile de savoir très tôt aussi détecter un enfant finalement autiste, de savoir, de comprendre quels sont les premiers troubles. Comment on fait pour tout de suite voir Laetitia Achikian? Tout de suite, on ne peut pas en général tout de suite le voir, quoique la science évolue et on commence à parler de recherche dans les cheveux, recherche différentes... voilà. On a un professeur qui est le professeur Mario Sperenza qui arrive en fonction de la fratrie, si dans la fratrie il y a un enfant autiste, à essayer de détecter les premiers signes. On le détecte beaucoup plus aujourd'hui à l'âge de 2 ans, à partir de l'âge de 2 ans, même s'il y a du retard de diagnostic énorme. Je vais rajouter que ce sont des troubles neurodéveloppementaux, absolument pas psychiatriques, mais qui peuvent attirer des comorbidités diverses. Et qu'effectivement, c'est très compliqué de faire la part des choses pour des personnes autistes, puisqu'il y a des activités IRM qui peuvent se voir, mais c'est très très compliqué en fait. Vous dites effectivement de déceler des diagnostics tardifs, car il est très important en fait, de déceler effectivement le trouble autistique très tôt. Oui. Pourquoi? Le cerveau est malléable jusqu'à 16 ans, on peut donner les bonnes thérapies à des enfants jusqu'à 16 ans. Après, ils vont prendre des habitudes, et sinon pas là où le bon encadrement peuvent récupérer de mauvaises habitudes. On pourra accompagner plus facilement un enfant avant son adolescence et après, c'est souvent catastrophique. Alors, détecter justement très tôt, c'est très difficile, on le sait, sinon évidemment on n'aurait pas besoin de faire toutes ces émissions, on n'aurait pas besoin d'en parler autant, on aurait trouvé des solutions. Non, parce que déjà, il existe beaucoup de formes d'autisme. Absolument, le spectre est très large, mais le diagnostic va se faire par l'observation. Voilà, c'est-à-dire toutes les communications qui se font naturellement entre un enfant de maternelle, on va dire, et puis un adulte, là, vont pas se faire de la même forme. Donc, on va pouvoir détecter et diagnostiquer les jeunes entre 1 an et demi et 3 ans. Trop souvent, ils passent à travers les mailles du filet. Et donc, le diagnostic au-delà de 3 ans, il faut qu'il existe. Et nous-mêmes, on a mis, par exemple, en place un centre de diagnostic dans l'Aube, à côté de Troyes, pour des enfants qui ont passé 6 ans, qui n'avaient pas été diagnostiqués jusque-là, parce qu'il n'y a rien d'autre sur le département. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que c'est aussi à l'école et donc au ministère de l'Éducation de prendre ça davantage en charge pour qu'effectivement s'opèrent dans les établissements ces fameux diagnostics? Alors, on a un problème là, si vous voulez. Parce que le diagnostic, c'est normalement dans le corps du médical.
Oui. Donc c'est un médecin qui pose un diagnostic, c'est pas un enseignant. Bien sûr, et il n'est pas formé pour. Mais peut-être détacher des personnels de santé pour aller au sein des établissements. Là, moi, je ne suis pas gestionnaire de l'éducation nationale, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on diagnostique les gens, donc les enfants, le plus tôt possible. Plus on les diagnostique tôt, moins il va y avoir d'écart entre leur développement atypique et le développement d'un neurotypique, c'est-à-dire d'un enfant sans handicap. Avant 3 ans, c'est à la maison, c'est la famille. Alors, avant 3 ans, ça peut être la maternelle, puisque de toute façon, la maternelle est obligatoire maintenant à 3 ans. Oui, mais avant 3 ans. Mais avant 3 ans, si vous voulez, vous allez le voir pour tous les cas les plus complexes. D'accord ? Tous ceux qui auront le plus de déficience, souvent il y a un trouble mental associé. Alors pas tout le temps, mais il ne faut pas oublier que la prévalence qu'on a, alors que moi je reconnais, si vous voulez, en termes de handicap, vraiment, c'est en gros une naissance sur 150. Aujourd'hui, on a été noyé avec les troubles neurodéveloppementaux, et c'est là où on peut avoir un débat d'idées, où on peut ne pas être d'accord. Si vous voulez, pour moi, le trouble neurodéveloppemental et l'autisme, ce sont deux choses qui, l'une à l'autre, eh bien, il y a des proportions à garder. C'est-à-dire les TND, aujourd'hui, on dit que c'est un enfant sur 6. D'accord ? Mais là-dedans, les autistes, ils sont une toute petite minorité. Minorité, oui. D'accord ? Voilà. Parce que déjà, quand on est à 1 sur 100 ou 1 sur 150, ça fait déjà beaucoup de monde. Bien sûr. D'accord ? Quand on voit les solutions qu'on a en face pour répondre à ces besoins spécifiques, eh bien, nous, on est loin du compte. Moi, quand j'ai une trentaine de solutions, c'est-à-dire de places dans un établissement ou dans un service qui va accompagner les enfants, j'en ai 200 à liste d'attente. D'accord ? Donc aujourd'hui, avec l'évolution de l'autisme, de faire passer dans les TND, c'est très bien parce que ça écarte la psychanalyse. Ça, c'est le point positif. Et on peut dire que merci parce que la psychanalyse n'est pas du tout efficace pour ça. Pourquoi c'est pas efficace, la psychanalyse ? Parce que c'est pas un problème psychologique pour l'enfant. Il a un mode de fonctionnement. Il a un mode de fonctionnement différent. Donc à partir du moment où il a un mode de fonctionnement différent, eh bien, c'est à nous à comprendre comment il fonctionne et à lui donner les outils de communication. Alors pour traiter, j'en doute pas une seconde. En revanche, la question c'était de se poser pour les enfants effectivement qui sont entre 0 et 3 ans, où on ne sait pas réellement s'il y a un trouble autistique ou s'il y a autre chose. Est-ce que la psychanalyse peut permettre de déceler un éventuel trouble? Voilà, c'est ma question. Alors non, parce qu'en réalité, l'approche psychanalytique fait qu'il faut attendre l'émergence du désir de l'enfant. Alors je fais très court. Hein. Non, mais c'est intéressant. Les psychanalystes me critiqueront là-dessus, mais donc c'est pas que l'enfant ne veut pas communiquer, c'est qu'il n'a pas compris comment on fonctionne. Il ne sait pas se servir. Il ne sait pas communiquer. Voilà. Et donc comme il ne sait pas communiquer, il faut lui apprendre. Plus tôt on va lui apprendre, moins il y aura de décalage. Alors à ça, après, il faut bien comparer que nous sommes tous différents. Mais alors, peut-être qu'on procède par élimination aussi, surtout, pardon. Mais la psychanalyse n'est pas une science. Ça, c'est... Oui, voilà. Donc, procéder par élimination, j'entends, je parle de diagnostic toujours, parce que c'est très essentiel que vous compreniez, pour tous ceux qui nous regardent, à quel point le diagnostic est essentiel, justement, pour l'autisme, et le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, effectivement, entre 0 et 3 ans, la parole, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Donc, il y a effectivement les enfants qui n'arrivent pas à communiquer, ou qui communiquent difficilement ou autrement, et dont on peut se poser la question, effectivement, des troubles autistiques. Mais il y a aussi tous ces enfants qui ont des problèmes de parole pour d'autres raisons diverses, et donc où, effectivement, on peut se poser la question de la psychologie, de la psychanalyse et autres. Et c'est là où, effectivement, on peut se retrouver un peu biaisé. Et vous avez également les personnes dites Asperger. Asperger n'existe plus, mais dites Asperger qui n'ont pas de retard de langage et qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui sont même plutôt en avance au niveau du langage et qui savent très bien masquer parce qu'ils vont essayer de s'adapter. Il y a beaucoup de mimétisme, ils vont essayer de s'adapter. Et ça se verra encore moins. Même chez les adultes, c'est toujours très compliqué de trouver des personnes Asperger. Et qui, pour la plupart, on a besoin d'accompagnement, parce qu'on dit qu'ils sont Asperger. Et donc, on dit qu'ils sont très intelligents. Il y a beaucoup aussi de on-dit, beaucoup d'imaginaire sur les enfants autistes. Et on peut penser que ces enfants-là, finalement, auraient des prédispositions à faire plein de choses. Et pour autant, souvent, sont en échec scolaire à l'école. On assimile souvent, en fait, l'autisme aux films qu'on voit, les Good Doctor, les Rain Man, même s'il n'était pas autiste à la base, les Raphaël, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, les émissions où, effectivement, les autistes Asperger sont des génies. Or, non, il y a 2% de personnes autistes, comme dans le reste de la population, qui a un haut potentiel intellectuel, qui a un QI supérieur à 130, et c'est pas pour ça, de toute façon, qu'ils seront à l'école en premier de la classe, parce qu'il faut toute une thérapie autour, il faut des accompagnements, puisqu'il y a les interactions sociales qui sont difficiles. Ils peuvent être... il y a aussi beaucoup de problèmes de sensorialité, que ce soit auditive, olfactive, les bruits, les lumières, qui peuvent les mettre également en échec. Et il faut vraiment diagnostiquer très, très tôt pour pouvoir les accompagner au mieux. Oui, et puis il y a un problème aussi avec la douleur. Parce que finalement, la détection de la douleur chez les enfants autistes est très particulière. Ils ne le ressentent pas forcément de la même manière.
disons qu'ils ne savent pas l'exprimer aussi. C'est aussi ça. Quand nous, on parle d'une rage de dents, ça veut dire que nous, schématiquement, mentalement, on en a fait une image, si vous voulez. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas la dent qui nous fait mal, c'est le nerf qui est derrière. Il y en a toute une douleur qui est diffuse. Et donc, le problème chez ces enfants-là, c'est qu'ils ont un mode de perception qui peut être un peu différent, d'où l'importance, justement, de tous ces aspects sensoriels, si vous voulez, qui peuvent être différents. Il peut être gêné par un petit bruit de rien du tout. Leur attention peut être monopolisée par le bruit d'un petit néant ou de... Vous voyez, comme là, on peut entendre un petit bruit de fond. Bien sûr. Ben, ce petit bruit de fond-là, ça peut omnibuler la pensée du jeune et du coup, ben, il ne va pas arriver à se concentrer. Voilà, donc tous ces aspects neurosensoriels, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, qui, chez les enfants sans handicap neurotypique, ne pose pas de soucis parce qu'ils arrivent à passer outre. Nous, on pourrait discuter tous les trois dans le métro, on arriverait à s'entendre. Une personne autiste, à partir du moment où elle reçoit tout au même niveau, si vous voulez, elle n'arrive pas à faire les filtres des voix, entre une voix qui est derrière elle, à côté d'elle, et puis le bruit extérieur, eh bien, ça va complètement brouiller, si vous voulez, le message. Et donc, elle a plus de mal à le percevoir. Elle peut avoir une résistance à la douleur aussi. Même s'il y a un problème d'avoir du mal à l'exprimer, il y a également une résistance parfois. Alors, toutes les personnes autistes ne sont pas pareilles. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être en hyposensibilité, d'autres en hypersensibilité. Donc, le spectre est large, c'est pour une raison. Mais effectivement, moi, si je prends le cas de mon fils, hein, puisqu'il a 34 ans, il est autiste, canaire avec déficience intellectuelle, hein, il a une résistance à la douleur qui est impressionnante. Vous avez mis combien de temps à détecter ces troubles autistiques ? Moi, je me suis rendu compte, je me suis occupée d'enfants quand j'avais 11 ans, donc je connaissais le cheminement d'un enfant. Quand vous aviez quel âge, pardon ? 11 ans ? Oui. Naturellement, vous alliez vers les enfants ? Oui. Vous aviez envie d'aider ? Oui. J'étais attirée par les enfants, les personnes âgées. J'ai un côté social qui est très, très, très large et très empathique. Et j'avais besoin d'être maman, déjà. Au fond de moi, j'avais besoin. Et quand j'ai eu mon enfant, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne dormait pas de la nuit. Un enfant qui ne dort pas du tout de la nuit, il y a un problème. Donc, je suis allée voir les pédopsychiatres, pas les pédopsychiatres. Les pédopsychologues. Les pédiatres. Ah, les pédiatres, oui. Pédiatres, parce que je n'étais pas encore rentrée. Un pédiatre, je suis allée voir mon médecin et puis ils me disaient tous, vous avez qu'à le mettre sous médicament, il va dormir. J'ai dit non, moi je ne veux pas le mettre sous médicament. Sous médicament, un enfant si jeune ? Oui. Faites-le dormir avec des... Oui. J'ai dit non, moi vous trouvez la cause, il y a un problème. Il ne dort pas, il y a un problème. Si vous ne trouvez pas la cause, je ne le mets pas sous médicament pour l'abrutir. Aucun autre symptôme ? Il ne dormait pas ? Non, il y avait beaucoup d'autres symptômes et je voyais qu'il y avait un développement au fur et à mesure. Mais la première chose, quand il naît, il ne dort pas. Et il bouge. Et le premier jour, il est très tonique. C'est-à-dire que le premier jour de naissance, il arrivait déjà à tourner son cou tout seul, sa tête tout seul dans le lit. Oui, L'enfant, c'est 2 jours, 3 jours. Hein. Et tout seul, j'ai dit, oula. Et puis, à 6 mois, il faisait le tour, il se cramponnait, il faisait le tour, il se relevait, il se cognait la tête après balancement, avant, arrière, il se cognait la tête. Je mettais des coussins partout pour pas qu'il se cogne la tête dans les parois. Il répondait pas à la demande, montre ton pied, etc. Il regardait pas dans les yeux. Le mien ne regardait pas dans les yeux, mon fils. Hein. Donc, il y avait beaucoup de signes, mais on ne parlait pas en 1990 d'autisme à la télévision. Il n'y en avait pas les réseaux sociaux. Donc, moi, j'étais perdue. Je savais que mon enfant avait un problème. Je me retournais vers les pédiatres, vers les médecins, mais tous me disaient « Mais non, vous inquiétez pas, c'est normal. Votre fils, vous avez perdu... en fait, j'ai eu une grossesse très compliquée avec 3 mois de coma de mon papa pendant ma grossesse, pendant le développement, et décès de mon papa à 5 mois de grossesse. Donc, ils ont estimé que si mon enfant était très tonique, hyperactif, etc., c'était juste une psychose. C'est l'impact employé par les psychanalystes d'ailleurs sur la grossesse, c'est ça ? Voilà, ouais. Et que surtout, il ne fallait pas que je culpabilise. Je ne culpabilisais pas du décès de mon papa, hein, de toute façon, malheureusement. Et ils m'ont dit, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Et quand je l'ai amené voir un orthophoniste à 17 mois, parce que j'ai vu qu'il ne parlait toujours pas, moi, il avait un retard de langage, elle me dit, écoutez, moi, je ne peux rien pour vous, allez voir un CMP. Et il ne fallait surtout pas que je tombe dans un CMP psychanalyste, parce qu'on a continué dans l'histoire. Voilà. Donc, comme je ne m'arrête pas à juste 2 versions, j'ai continué à faire 5 hôpitaux à Paris. Mais on remonte dans les années 90, hein, qui n'étaient pas du tout formés à l'autisme. J'ai vécu la même chose, si vous voulez. Oui, les parcours sont toujours similaires. Hein. Pour tous les parents, effectivement, dont les enfants sont autistes, effectivement, on a souvent ce type de récit. Donc, 19 ans déscolarisation, bien sûr, mise en hôpital de jour à mi-temps, mise en IME, mais ça se passait très bien, très mal. Hein. Comment lui réagissait ? Comment lui était ? Il n'exprimait pas. C'est un enfant qui, la journée, courait tout le temps et la nuit ne dormait pas. Ça durait 7 ans, à ne pas dormir la nuit. Et la journée, à courir tout le temps, parce qu'en plus, il est hyperactif. Donc, il n'allait pas à l'école ? Il a été déscolarisé. Alors, le premier jour où je l'ai mis à l'école, parce que je m'étais mise en relation donc avec la directrice de l'école, hein, qui était la maîtresse de première année, en fin d'année, puisque 2 ans après, elle a arrêté sa profession. Je lui avais dit, voilà, mon enfant bouge beaucoup.
ça va être compliqué. Ne le mettez pas à la sieste parce qu'il va perturber tout le monde. Mettez-le dans la cour sous surveillance. Et surtout, 6 mois avant, mettez-vous en relation avec les équipes du CMP. Ce qu'elle n'a absolument pas fait. Et le jour où il est rentré à l'école, il faisait 42 températures. Ils avaient mangé de la brandade, de morue. Je récupère mon fils, il était rouge écarlate. Il a vidé le biberon en 3 minutes. Il a bu 2 litres en arrivant à la maison. Il a été encore plus énervé la nuit. Le lendemain, je le remets à l'école. Je vais voir la TSEM. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Elle me dit surtout, ne le dites pas à la directrice, mais elle l'a attaché sur la chaise. Elle l'a obligé à dormir alors qu'il ne voulait pas dormir. Elle ne l'a pas fait boire de la journée pour pas qu'il fasse pipi. J'ai pris mon enfant par la main, je suis sortie de la classe. Voilà. Alors justement, ça me permet... accusé d'avoir déscolarisé mon enfant. Non mais alors, bon, ça c'est effectivement une expérience et merci beaucoup de nous en parler, enfin de partager cela avec nous, mais ça nous permet effectivement de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ça, parce que votre expérience, c'est l'expérience de beaucoup de parents. Et toujours à l'heure actuelle. Hein. Voilà, exactement, qui vivent ça. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental, républicain, démocratique, français. Voilà ce qui est écrit sur le site de l'Éducation nationale. Donc j'en profite justement pour vous poser la question, même si je connais déjà la réponse, est-ce que ce droit est respecté? Le Conseil de l'Europe a condamné 8 fois la France, déjà. On a 40 ans de retard. Et effectivement, ce qu'on entend à la télévision, des communications positives des gouvernements, ce n'est absolument pas la réalité chez les familles. Donc il y a énormément d'enfants qui sont déscolarisés, qui ne sont pas scolarisés, qu'on essaye le plus souvent d'enlever de l'école, même s'ils ont le droit à 1 heure par semaine d'école. On essaye de trouver des choses, de faire des informations préoccupantes aux parents pour essayer d'enlever les enfants des écoles et qui se retrouvent en IME. Et donc pas du tout pris en charge correctement dans la majorité des cas. Donc non, c'est très compliqué, ce n'est pas respecté. Notre difficulté, si vous voulez, c'est que vous avez le droit d'inscrire votre enfant à l'école. Vous avez le droit de l'inscrire. Il est inscrit. Mais après, pour qu'il soit accueilli de façon conséquente, avec des gens compétents, ça, c'est une autre affaire. Voilà. Et donc, notre souci, il est vraiment là. C'est-à-dire que normalement, nos enfants, qu'ils soient handicapés ou pas, ils ont droit à l'école. D'accord? Sauf que nos enfants, à partir du moment où ils ont des besoins spécifiques et que l'école ne peut pas y répondre, on vous dit, on va les prendre 1 heure par semaine. D'accord? Ou alors, on va les prendre, mais tant qu'ils sont tout petits encore. Moi, le mien, il est allé 1 semaine. Avant d'1 semaine, au bout de 3 jours, on m'a dit, vous le reprenez. Bon, c'était il y a 25 ans, certes. Aujourd'hui, on a fait des progrès. On est d'accord, on a fait des progrès. Mais on est loin du compte, parce que ça veut dire que normalement, ils ne veulent plus ouvrir, par exemple, d'IME. Les instituts médico-éducatifs ne veulent plus en ouvrir. Mais pour autant, on ne permet pas d'accueillir les enfants autistes dans les écoles, parce qu'on pourrait très bien exploser, entre guillemets, les IME et faire une classe particulière pour les enfants autistes avec des gens formés. Sauf que l'Éducation nationale, ils vont rajouter un auxiliaire de vie scolaire ou équivalent là, AESH maintenant. Compagnon en situation de handicap. Donc les AESH sont des gens qui ne sont pas formés au départ ou très très peu. D'accord. L'enseignant, il va se retrouver avec 1 ou 2 gamins de ce style-là qui sont quand même compliqué à gérer, il faut l'avouer. D'autant que chacun a ses spécificités, il faut le rappeler. Ce n'est pas des enfants qui ont tous les mêmes troubles autistiques. Absolument, ils sont tous différents. L'enseignant n'est pas forcément formé, d'accord? Et souvent, il va se retrouver avec 30 gamins ou 35, plus cet enfant-là, ou 2 ou 3 comme ça, avec juste des AESH, mais qui ne sont pas formés. Et donc, ça ne marche pas. Et encore, quand il y a AESH. On va en parler des AESH précisément parce que c'est un volet très important. On fait très régulièrement, comme vous le savez, pour tous ceux qui nous suivent, des émissions justement sur les AESH et sur l'enfer qu'elles, parce que ce sont à 99% des femmes, vivent. Je voudrais juste reparler des modes de scolarisation des enfants autistes, des enfants en situation de handicap. Très souvent, il existe plusieurs situations. Une scolarité dite en classe généraliste, enfin une scolarité en classe ordinaire, qu'on appelle en classe ordinaire. Il y a aussi des scolarités avec les fameuses AESH, dont on parle, effectivement, donc les accompagnements d'enfants en situation de handicap. Il y a les ULIS aussi et les IME dont vous parlez. Tout cela sont des situations où vous avez été confrontés l'un et l'autre, effectivement, à se dire « qu'est-ce que je fais ?» Qui vous êtes dans ces cas-là? Alors, si vous voulez, il y a aussi des UEMA. Oui, alors, dès la maternelle, donc ça date de 2014, donc c'est pas très vieux, ça a presque 10 ans. Les premières UEMA, moi dans l'association, on en a 16 je crois aujourd'hui, d'accord. Demain on doit inaugurer une autre là-dedans, à côté de Poitiers. Donc les unités d'enseignement maternel sont des dispositifs médico-sociaux qui viennent se compléter avec l'éducation nationale. Et donc là, il y a des moyens, parce qu'on va mettre des professionnels formés dans la classe, si vous voulez. Et donc là, ça permet d'avoir vraiment des gens formés qui nous permettent d'avoir une prise en charge dédiée, spécifique, avec une équipe pluridisciplinaire derrière.
Et donc là, ça marche bien. Après, l'inclusion classique, entre guillemets, mais tant mieux, tant que ça correspond aux besoins de l'enfant et qu'il y trouve son intérêt. Là où ça ne marche plus, c'est quand c'est trop compliqué pour le jeune de suivre, parce qu'il n'arrive pas à rester assis, parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui demande, parce qu'il n'arrive pas à suivre, entre guillemets, les cours. Et donc là, il faut un enseignement dédié et adapté. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'éducation nationale, parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pas autre chose, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens ou ils ne veulent pas mettre les moyens nécessaires pour justement accueillir, pour être en situation d'inclusion. Je pense les plus que c'est ça. Bien sûr, oui. Les moyens, on peut les avoir quand on voit l'argent qui est envoyé à droite à gauche sur une maison de l'autisme et d'autres choses. Il y a les moyens, sauf qu'ils ne sont pas attribués comme il le faudrait, effectivement. Moi, je vais rajouter simplement l'éducation à domicile aussi, l'instruction à domicile, ça existe, il faut le rajouter. Il y a beaucoup de personnes qui font l'instruction à domicile et on s'est rendu compte pendant la période... Si j'ai bien compris, vous n'avez pas eu le choix avec votre fils. Une semaine d'école. Oui, ma première épouse a été obligée de rester à la maison pour le garder. Exactement. Ouais. Et on a vu pendant le confinement, justement, où des enfants qui étaient en échec scolaire, parce qu'il y avait le stress, parce qu'il y avait une prise en charge qui n'était pas adaptée, parce qu'il n'y avait peut-être pas d'AESH ou pas formé, ont beaucoup plus progressé chez eux. Ça arrive aussi. Voilà. Alors, c'est terrible. Quid de la formation des enseignants? Parce que, pardon, alors, allez-y. Je voudrais juste compléter quelque chose. On a un vrai souci en France. L'éducation nationale, c'est un budget ouvert. D'accord? C'est-à-dire que demain, il y a 30 gamins de plus dans votre commune, on va créer une classe. D'accord? On est d'accord? Alors là, en ce moment, la société, c'est inverse. Il y a une baisse démographique, donc il y a des écoles des classes qui ferment. Enfin, ça c'est vrai à Paris. C'est pas vrai forcément en province. On le voit partout en France, une baisse démographique dans toute la France, c'est pas que Paris. Oui, mais il n'empêche que on voit des écoles qui ferment partout. Bon, mais dans votre commune, il y a 30 enfants autistes qui arrivent, de 5 ans, on n'ouvre pas une classe pour eux. On n'ouvre pas non plus quelque chose d'adapté pour eux. Vous voyez? Parce qu'en réalité, on a séparé l'éducation nationale pour les gens qui n'ont pas de problème. Et puis après, vous avez tout ce qui est particulier, à besoin spécifique, et ça dépend du service, enfin de l'assurance maladie. Donc c'est la partie santé. Or, nos enfants, ils ne sont pas malades, ils sont handicapés. C'est comme si vous aviez un bras plus court, ou il vous manquerait une jambe. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes malade. On ne va pas vous soigner en termes de médicaments. Or, la prise en charge éducative des enfants et des adultes après, eh bien, elle est rattachée au ministère de la Santé, c'est-à-dire à l'assurance maladie. Et c'est ça où on a un problème. Si jamais nos structures médico-sociales seraient rattachées à l'éducation nationale, j'ai bien rattaché à l'éducation nationale, eh bien on aurait des budgets ouverts. Donc autant il y aurait de besoins, autant on aurait de moyens en face. Aujourd'hui, vous avez des besoins, il y en a des milliers, des centaines de milliers de gens qui n'ont pas de solution, mais en face, il n'y a pas de moyens. Et pour autant, le terme inclusion, on ne l'invente pas, il est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, et notamment de notre ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Je le vois chaque jour, quand on en parle ici sur ce plateau, avec les intervenants, que ce soit des personnes qui vivent au quotidien, effectivement, ces problèmes de l'autisme, ou des professeurs qui, tout simplement, sont aussi désemparés. Car ce sont des professeurs, par exemple, de français, d'histoire, de maths, qui essayent d'être le plus offrant dans la pédagogie avec tous les enfants, quels qu'ils soient, et qui sont en situation de handicap ou non. Et en fait, le problème de la formation des professeurs se pose. Et justement, de ces fameuses AESH. Il y a effectivement les personnes AESH qui sont prévues pour, et puis les enseignants. Quid de cette formation? Est-ce qu'on leur offre cette possibilité de savoir gérer un enfant en situation de handicap, un enfant autiste? La formation, c'est compliqué parce que vous avez des AESH qui sont souvent mutualisés quand il y en a, parce qu'il y a une pénurie d'AESH énorme. Mutualisés, c'est-à-dire qu'elles vont avoir plusieurs enfants dans plusieurs écoles. Là, je ne parle pas des AESH, là, je parle des professeurs, des maîtresses, des maîtres. Mais elles sont secondées, elles sont un petit peu aidées aussi par les AESH. Donc déjà, les professeurs ne sont pas formés. On propose des formations, mais je ne sais plus dans quelles conditions, pas toujours. Je crois que c'est sur les vacances ou des choses comme ça. Bien sûr. C'est le résultat de la classe. Évidemment. Voilà. Donc, et en plus, les AESH, il y a une pénurie, elles sont mutualisées, elles courent d'école et de handicap en handicap, parce qu'elles ne sont pas formées à l'autisme, elles sont formées rapidement sur tous les handicaps. Avec des salaires dérisoires. Avec en plus des salaires dérisoires. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Donc, et même les enseignants, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'ils soient bien payés, les enseignants aujourd'hui. Pas du tout. Voilà. Et puis en même temps, ils ne sont pas formés. Ils ne sont plus formés. Voilà. Et alors, bien sûr, dès qu'il y a un handicap particulier comme l'autisme, eh bien, ils vont se former tout seuls, entre guillemets. Ils se débrouillent. Voilà, c'est débrouillez-vous. Vous êtes obligé d'accueillir l'enfant. Et puis, démerdez-vous. En sachant que le spectre est très, très large. Et pour se former, nous, on a mis 34 ans des fois à se former. C'est très compliqué. Alors, heureusement que vous êtes là, et l'un et l'autre, ainsi que tous ceux qui ont effectivement créé des associations ou des fondations pour pouvoir aider, justement. Quelles sont, si le terme est un peu bâtard, mais enfin, quelles sont les solutions qui existent pour tous ces parents, ces enfants, ces frères, ces sœurs, ces tantes, ces oncles, qui sont perdus et qui ne savent pas comment faire face à cette situation?
Alors, déjà, il faut qu'ils aillent chercher l'information. Ils doivent se former, et c'est pas parce que le CMP ou un autre médecin leur donne telle ou telle marche à suivre. Il faut être critique dans ce qu'on voit autour de nous. D'accord ? Il y a des centres de ressources qui ont été créés il y a une quinzaine d'années maintenant. Ces centres de ressources sont là pour informer la population. D'accord ? Donc, qu'on soit professionnel du secteur, qu'on soit enseignant ou qu'on soit parent, dès qu'on a le moindre doute, il faut aller se renseigner. Il faut se méfier aussi de tout ce qu'on trouve sur Internet. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas validées, qui ne sont pas valables, entre guillemets, hein, qui ne reposent sur aucune théorie. Hein, c'est un peu comme une religion, si vous voulez. La religion ne repose pas sur des faits scientifiques. Bon, eh bien, la psychanalyse, c'est la même chose. C'est comme une religion. Voilà. Et donc, les centres de ressources sont là pour diffuser l'information qui a été validée par leur haute autorité de santé. Donc, ce sont ces recommandations-là, qui sont des approches éducatives, si vous voulez, qui vont permettre à chacun de pouvoir mettre en place les bonnes stratégies, ou du moins les stratégies qui sont efficaces. Mais encore faut-il après se former, ce qui est pas si évident que ça. Voilà. Et puis après, il faut arriver à trouver aussi une solution, parce que les parents, ils sont obligés de travailler quand même. D'accord ? Parce que c'est pas le tout, on va dire, on va faire l'école à la maison. Ouais, mais encore faut-il qu'il y en ait un des deux qui aille travailler. Et puis encore faut-il aussi que le couple soit bien ensemble. Dès qu'il y a un couple qui explose, ce qui arrive sur un cas sur deux, hein, parce que ces enfants-là sont des révélateurs quand même, soit ils soudent le couple, soit ils le font exploser. Bon, eh bien nos enfants, ils ont des parents qui sont obligés d'aller bosser, parce qu'il faut bien quand même se nourrir, il faut bien se loger. Et donc, c'est pas évident non plus, même si on doit apprendre beaucoup de choses, parce qu'on va s'en occuper le soir, le week-end, la nuit, tout le temps. Mais il n'empêche qu'il faut se former. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des moyens de formation. Ça a commencé à être fait, voilà, mais il y a encore beaucoup à faire. Et, oui, on le sait, et puis après, il faut que surtout, on crée des solutions pour ces enfants et ces adultes. Parce qu'ils sont très très vite à l'âge adulte. Si vous voulez. Entre 5 ans, si vous voulez, en gros, 3-5 ans qu'on a le diagnostic, et puis les 20 ans où ils sont considérés comme adultes, mais ces 15 ans-là passent très très vite. Ça passe très vite, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis désolée, il va falloir qu'on rentre, mais... Je voudrais compléter qu'il y a quand même 80% de mamans solo. Il y a beaucoup de séparations, plus qu'une sur deux, et beaucoup de mamans solo. Donc elles se retrouvent toutes seules. Maintenant, former une maman qui est épuisée, qui ne dort pas de la nuit, c'est pas évident. Il faudrait former des gens, des thérapeutes. Mais il y a une pénurie de thérapeutes. Et quand il n'y a pas pénurie de thérapeutes, il n'y a pas de prise en charge. C'est-à-dire que moi, pour le psychologue de mon fils, qui me coûte 280 € pour 2 heures d'intervention tous les 15 jours, ça me coûte donc 280 €. J'ai une prise en charge de 75 € par mois. Mais oui, mais c'est pour ça. Tout est comme ça. Désolée, j'aimerais discuter avec vous longuement, et je sais que ce sujet mérite des heures et des heures de discussion ensemble. Parce que... C'est juste pour dire que c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu créer FG Autisme. Parce que comme ça, nous aujourd'hui, on accompagne quand même plus de 1000 personnes, enfants et adultes, et on ne leur demande pas un centime. On ne leur demande même pas une cotisation. Et ça, c'est un droit, si vous voulez, qu'ils ont. Tout citoyen devrait avoir l'éducation qu'il a besoin. Évidemment. Et nos enfants ne l'ont pas. Évidemment. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, je vous promets après j'arrête, c'est que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Après 16 ans, qu'est-ce qui se passe ? Comme l'école n'est plus obligatoire, souvent, les enfants sont éjectés des lycées. Parce qu'après, ils devraient être en formation jusqu'à 18 ans. Mais nos enfants, pour les plus compliqués, ils sont loin. Quand ils atteignent, parce qu'il faut dire qu'il n'y a qu'un enfant on pour eux refera qui atteint. une émission avec plaisir. Oui. Je suis désolée, moi aussi ça me fait devoir couper, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, l'heure tourne et on est obligé d'arrêter ce débat. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Je salue quand même les psychiatres, psychanalystes et psychologues qui nous regardent. Laetitia Achikian, merci, fondatrice et présidente de l'association Un pour tous, et André Mazin, merci d'avoir été aussi avec nous, président de AFG Autisme. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Baptiste Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Baptiste. Alors, vous êtes médecin et auteur de plusieurs livres. Le dernier, Les gens sont beaux, paru aux éditions Les Arènes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage qui est assez merveilleux? Plusieurs raisons. La première, c'était ma nièce qui, à l'époque, avait 16 ans et qui avait demandé à ma grande sœur, sa mère, donc, si elle pouvait avoir un compte Instagram.
Et en tant que médecin, je sais que dans l'année qui suit l'inscription sur les réseaux sociaux, particulièrement chez les adolescentes, il y a des phénomènes de dysmorphophobie, de détestation de soi-même, de son corps qui apparaissent. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise avant, c'est-à-dire à la préadolescence, voire dans l'enfance, pour être armée intellectuellement à l'arrivée plus tard sur les réseaux sociaux, où vous savez, où on choisit la photo, où il y a des filtres. Et, on ne vit pas la réalité, en fait. Exactement. On ne voit pas la réalité, Exactement. précisément. Et on choisit ce qu'on décide de montrer aux autres, et on peut créer comme ça des visions très illusoires de ce que sont réellement les corps. Et moi, en tant que médecin, je sais à quoi ressemblent les corps, et c'est certainement pas ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est pas l'idée de montrer des corps qui ne soient pas beaux, c'est juste de montrer peut-être la différence, l'hétérogénéité finalement des êtres humains. Et puis rappeler une chose toute simple, c'est que tous les corps sont différents, et qu'ils sont tous différents parce qu'on a tous une histoire différente, et qu'un corps au mieux il nous accompagne 80, 90 ans, et que un corps il va jamais sans une histoire, et que quand on connaît l'histoire de ce corps, eh bien ça change tout. Alors justement, l'histoire de ce corps, c'est donc les petites histoires qui racontent la grande histoire, on le sait toujours, on le dit souvent pour l'histoire, la géographie, dans la matière en particulier, mais c'est valable effectivement dans la vie de tous les jours, dans les relations humaines évidemment, dans notre soi. Qu'est-ce que vous abordez dans ce livre au travers de ces personnages que sont Rebecca, Hakim, alors j'ai lu évidemment, mais je me souviens plus des prénoms, c'est pour ça que je me permets de parcourir, Antoine, voilà, qu'on retrouve Lionel. J'aborde différentes particularités, des choses que j'ai pu retrouver chez certains de mes patients ou de mes patientes. J'aborde la question du surpoids, j'aborde la question du harcèlement moral, j'aborde aussi la question du handicap invisible ou de l'anorexie, et toujours dans un angle dépolitisé, non militant. C'est juste pour montrer que voilà, nos corps ils vont avec une histoire et qu'on doit composer avec, et que c'est important de rappeler des choses toutes simples, notamment aux enfants, que la personne qu'on voit, elle a une histoire, et qu'une histoire c'est inattaquable. Personne n'a choisi cette histoire. Oui, finalement, ce n'est pas tant ni la beauté, ni la laideur, ni la différence qui prévaut. Finalement, c'est de se dire à un moment, on tombe en amitié ou en amour de quelqu'un pour son âme et pour ce qu'il nous raconte. Et que nous sommes tous différents, et que c'est cette différence qui fait la richesse du genre humain. Vous savez, quand on est enfant, parfois on tire sur la manche de maman ou de papa en disant qu'est-ce qu'elle a la dame ou qu'est-ce qu'il a le monsieur, et la première réaction des parents c'est souvent de dire chut, tais-toi, parle pas trop fort, ne montre pas du doigt. Pour ne pas blesser la plupart des cas. La plupart des cas. Ouais. Mais ce faisant, peut-être qu'on induit dans l'idée, dans l'esprit de l'enfant, qu'il y a des histoires qui sont honteuses ou en tout cas des histoires qui ne doivent pas être dites ou ne pas être racontées, alors que la plupart des gens justement qui sont regardés comme ça, ils ne demanderaient peut-être qu'une seule chose, c'est de pouvoir partager cette histoire et du coup casser ce regard un peu jugeant ou jaugeant que les gens peuvent avoir envers eux, quoi. Alors lorsque vous écrivez, pardon je remets mon oreillette, mais comme ça on sait qu'on est en direct pratiquement, quand vous écrivez Les gens sont beaux, donc vous l'écrivez au départ pour votre nièce, c'est ce que vous me dites, donc comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Shaina. Voilà, Shaina. Quand elle reçoit donc ce livre écrit en partie pour elle, comment réagit-elle? Est-ce que tout d'un coup vous voyez son regard changer? Est-ce que ces livres, toujours, lorsqu'ils partent évidemment d'une idée précise, finalement ils provoquent la discussion, et c'est aussi ça qu'on cherche à générer? Pour tout vous dire, moi je ne m'attendais pas du tout à générer autant de discussions autour de ce livre, parce que je reçois tous les jours des courriers, des mails de parents ou d'enseignants qui utilisent le livre comme un outil pédagogique pour sensibiliser les enfants aux questions de harcèlement en classe, par exemple, ou des enseignants qui me disent j'ai fait lire le livre à des enfants, puis après je leur ai demandé chacun d'écrire une histoire de corps. Et évidemment, les enfants ont toujours un discours situé. Ils ne parlent pas de n'importe où, ils vont parler d'une histoire qui les touche personnellement. Et des enseignants qui nous disent j'avais un peu de difficulté avec tel ou tel élève, et après avoir lu l'histoire qu'il a écrite en lisant ton livre, je crois que j'aurais un peu plus d'indulgence envers cet élève. Moi, en tant que romancier, vous imaginez bien, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus beau? Voilà. Alors, vous êtes romancier, mais vous êtes aussi médecin généraliste, je disais en début d'échange. Être médecin, c'est aussi effectivement tenter de pouvoir réparer les corps, mais aussi l'esprit. Quand vous parlez à des adolescents, vous avez des patients de tout âge qui viennent vous voir? Bien sûr, bien sûr. Donc, quand vous parlez effectivement à des adolescents, vous le dites souvent, à cause des réseaux sociaux, on voit des problèmes tout d'un coup qui sont générés par cela, à savoir dysmorphophobie, à la fois angoisse tout simplement du quotidien, de pouvoir sortir de chez soi, rentrer dans une déprime, voire une dépression par rapport à la vie que l'on a et qui ne ressemble pas à celle qui est proposée sur les réseaux sociaux. Comment vous luttez au quotidien avec, c'est une triangulaire souvent, parents, médecins, enfants, comment vous luttez pour que justement le regard change là-dessus? C'est un travail de longue haleine évidemment, puis je pense qu'il faut rappeler des choses toutes simples à nos patients ou aux parents de nos patients. Rappeler que par exemple quand on prend une rame de métro, il n'y a pas une seule personne dans cette rame de métro
qui ne se débat pas avec un problème intime, et pourtant rien n'est plus extime que l'intime. On a tous un problème, ou parfois plusieurs, avec lesquels on se débat, parfois en se regardant dans la glace le matin, et on dit « Ah tiens, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas ». Et on a tous comme ça des soucis, et pourtant on se le confie pas, on le garde pour nous. Pourtant, si on pouvait se les échanger, ou s'en parler de manière un peu plus libre, on se sentirait beaucoup moins seul. Oui, on le sait, mais enfin c'est très très difficile. C'est-à-dire que c'est très beau à dire, Bien sûr. mais peut-être que vous l'avez, je ne sais pas, Baptiste Beaulieu, mais peut-être que vous l'avez expérimenté, d'aller voir une psychologue, un coach ou quelqu'un à qui se confier, mais on ne le fait pas forcément très jeune, c'est difficile, à moins que les parents vous y incitent. Alors, peut-être que j'ai ce regard-là aussi, parce qu'enfant, j'ai souffert d'une petite maladie de peau, où j'avais des rougeurs sur le visage. Les enfants sont très méchants, parfois entre eux, se moquent. Et je me dis, c'est peut-être le livre, enfin, j'ai écrit le livre, peut-être que j'aurais eu besoin de lire à cette époque-là. Et je suis ravi si je peux utiliser ce bouquin pour l'utiliser à mon tour en tant que médecin généraliste, ou peut-être un jour en tant que futur papa. Oui, peut-être d'expliquer tout simplement que finalement, c'est pas tant ce que l'on voit sur l'autre, en fait, que l'on moque, c'est plutôt soi, son appréhension par rapport à ce qui pourrait nous arriver soi-même. La peur que l'on a. On n'insulte jamais sans raison, on insulte toujours parce que l'autre est un miroir tendu vers nos propres craintes, nos propres angoisses. Je crois que c'est fondamental de rappeler ça. C'est fondamental, mais il y a les parents qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec ça, ou qui n'ont pas cette conscience-là, ou qui n'ont pas malheureusement eu la possibilité d'échanger sur la question, ou tout simplement qui n'ont pas le temps, parce qu'ils sont bien trop pris par se nourrir au quotidien et nourrir leurs enfants que de s'interroger sur eux-mêmes. Quand vous mettez le doigt sur ce type de problème à la maison ou en famille, quand les patients viennent vous voir, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, et c'est ce qui fait aussi le sel de notre métier, hein, à la fois en tant que médecin, en tant que romancier aussi. Moi, quand j'ai des parents qui m'écrivent en disant j'ai une histoire très compliquée que je ne pensais jamais partager avec mes enfants, on a lu votre album, et à la fin de la lecture, l'enfant s'est tourné vers moi et m'a dit tiens maman, c'est quoi ton histoire? Et je me suis senti capable d'aborder avec des mots d'enfant, évidemment, des choses très difficiles, très violentes que j'ai vécues, que je ne pensais jamais partager avec mon enfant. Évidemment, c'est ce que j'aimerais arriver à reproduire moi aussi en tant que médecin généraliste. C'est plus facile d'y arriver en tant que romancier. Alors, invisibiliser aujourd'hui les différences, et pour autant, on essaie de cultiver par ailleurs la différence de chacun, soit dans des extrêmes très forts qu'on peut un peu déplorer aujourd'hui, soit dans d'autres choses qui sont très violentes, très virulentes, positivement ou négativement. Comment faire pour pouvoir jongler entre cette idée, par exemple, l'uniforme, qui revient dans le débat aujourd'hui pour l'école, et par ailleurs se dire, mais non, cultivons la différence, continuons à essayer d'imposer ce que l'on est vraiment, finalement. Je crois qu'il faut arriver à essayer de chercher le poétique. Je m'explique. Oui. Une part de cet album, j'y ai pensé notamment quand j'étais étudiant en médecine. On avait un monsieur qui avait une grosse cicatrice, un vieil homme qui avait une cicatrice qui lui barrait le visage. Et dans le service, tout le monde voulait savoir l'origine de cette cicatrice. Personne n'osait lui demander. Un jour, je rentre dans sa chambre et au cours de l'examen clinique, de l'interrogatoire, j'en profite pour lui demander ses antécédents et l'origine de cette cicatrice. Le mot interrogatoire est bien cherché à ce moment-là. Voilà. Oui. Et il m'explique, j'étais enfant, je courais dans le salon de coiffure de mon oncle et il a affûté un rasoir et voilà, mais ça m'a jamais empêché de trouver une femme formidable qui m'a fait 4 enfants, il me disait. Et dans la chambre d'à côté, il y avait une autre vieille dame, sensiblement du même âge, et qui avait, vous savez, un tatouage. C'était une rescapée des camps nazis, et tous les matins, elle s'ingéniait avec une poudre à cacher ce tatouage. Comme si c'était quelque chose de honteux, alors que c'était son histoire et qu'elle n'y était pour rien. Et je trouvais que la coexistence entre cet homme qui était fier de sa cicatrice, parce que c'était son histoire et qu'il en était fier, et cette femme, c'était son histoire aussi, mais elle en avait honte, ça m'a beaucoup interrogé, et je voudrais aussi rendre hommage à ces petits moments poétiques, à ces corps poétiques qu'on peut retrouver quand on est médecin, parce que vous savez, quand on voit 25 patients par jour, c'est 25 corps différents et donc 25 histoires de corps différents. Oui, c'est l'occasion de rappeler à quel point ce métier est évidemment essentiel pour la société, essentiel pour nous tous, et combien par moment il n'est pas forcément mis en lumière ou respecté comme il le faudrait, à l'instar d'ailleurs des professeurs, des instituteurs et de tous ceux qui font la force d'une société qui marche. Quand vous voyez aussi ces jeunes qui sont un peu perdus dans leur orientation, dans la vie qu'ils veulent choisir, est-ce que c'est aussi l'occasion de leur rappeler l'engagement, ce que ça veut dire, être engagé? S'engager pour la différence et aussi s'engager pour la vie, pour la citoyenneté, pour... Il y a une phrase de Confucius qui dit « Trouve un métier que tu aimes et tu ne travailleras jamais de ta vie ». Et moi, j'ai cette chance-là de faire 2 métiers que j'aime, les romans ou la médecine. Et la médecine, c'est aussi un métier qui me permet de rentrer le soir en me disant « J'ai été utile ». Alors, je n'ai pas forcément soigné la terre entière, en tout cas, j'ai écouté, j'ai accompagné.
c'est hyper valorisant. Je pense qu'on manque beaucoup de sens aussi dans notre société et qu'il faut réinjecter du sens dans toutes les professions, parce que toutes les professions sont importantes, on l'a bien vu pendant la pandémie, toutes les professions sont fondamentales et peut-être que ce serait bien de réinjecter du sens, de se redire aux gens pourquoi ils se lèvent le matin et à quoi ils vont servir, qu'est-ce qu'ils vont aider, qui ils vont aider. Alors, c'est d'une façon aussi, en lisant ce livre, hein, Les gens sont beaux, paru aux éditions Les Arènes de Baptiste Beaulieu, de rappeler effectivement qui sont Antoine, qui sont tous les personnages, Rebecca, Marilyn et autres qui sont dans le livre. Hakim, dernière question, justement, comment vous avez choisi ces personnages-là? Parce que finalement, comme vous le dites, tous les jours, vous voyez 25 personnes, multipliées par le nombre de jours et par le nombre d'années, vous auriez pu en citer Mais je un pense certain nombre. Oui, il pourrait y avoir un tome 2, un tome 3, un tome 4. Non, je me suis largement inspiré évidemment des patients et des patientes qui me font confiance, qui viennent me voir au cabinet médical. Je me suis inspiré de toutes ces histoires de corps que j'ai pu croiser au cours de mes 10 ans d'exercice et toutes ces histoires qui m'obligent aussi en tant que médecin. Je m'explique, vous savez, quand on est médecin, on voit parfois 25-30 personnes par jour. Le soir, ça peut se confondre. Les visages se confondent. On ne se souvient pas forcément de tous les visages. Mais le patient qu'on a vu, lui, il a vu un soignant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça nous oblige. Si on a été maltraitant avec lui, si on s'en est mal occupé, si on n'a pas été à l'écoute, il s'en souviendra. Et il s'en souviendra parfois longtemps. Voilà. C'est aussi une profession qui porte sa part de responsabilité et qui porte une grande part de responsabilité. On doit être conscient de ça. On doit se lever le matin en se disant, voilà, je veux être un bon souvenir dans la mémoire de toutes ces personnes que je vais voir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Baptiste Beaulieu. Je rappelle donc votre ouvrage « Les gens sont beaux ». Les illustrations, on peut citer Kin Leng. Elle est formidable, elle a un talent incroyable. Donc elle s'appelle Kin Leng et vraiment, allez découvrir son travail. Voilà, aux éditions Les Arènes, qu'on retrouve dans n'importe quelle bonne librairie. Regardons-nous dans le miroir, aimons la personne qui s'y trouve. Oui, c'est bien, moi je vais le garder près de chez moi, près de moi. Merci beaucoup. Parce que c'est pas toujours simple. On pourrait croire qu'un finalement c'est facile de s'aimer, mais on peut encore lutter même à 45 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'heure de découvrir la chronique de Loïc Landreau qui nous rejoint sur ce plateau. Cher Loïc, ce dimanche, c'est Pâques. Oui. On va manger des œufs, miam. Et vous avez eu envie de nous raconter pourquoi on mange ces fameux œufs, justement, des petits lapins, des petites cloches en chocolat, etc. à cette occasion. Et si on commençait par les cloches, tiens, non pas que je me sente concernée. J'ai failli faire la vanne en disant mais j'en suis avec une sur ce plateau. Mais j'aurais pas été gentil. Oui, mais je les voyais tellement. En fait, les codes, ça marchait. Alors, parce que vraiment, trop. Le symbole de Pâques, ce sont les cloches. Effectivement, alors avec un petit back to basics pour commencer. Évidemment, Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus pour les chrétiens. C'est même la fête number one devant Noël, devant toutes les autres. C'est vraiment le plus important. Et au IVe siècle, quand Pâques a été institué, l'Église instaure aussi le carême, dont je vous avais déjà parlé ici sur ce plateau. Donc 40 jours de privation, de prière pour se préparer spirituellement à célébrer la résurrection. Et à partir du 7e siècle, on interdit aussi de faire sonner les cloches. Et oui, du jeudi saint au dimanche de Pâques. En fait, c'est une période de deuil, parce que le jeudi saint, c'est le moment où Jésus fait la scène, ensuite il est trahi, ensuite il est crucifié, ensuite il est mort, ensuite on le met au tombeau, ensuite il va aux enfers, ensuite il revient des enfers, ensuite il dit « Hey, je suis résurrectionné !» Et après, il repart dans le ciel. Donc pendant tout le moment où il y a tout ça, on n'a pas le droit de faire sonner les cloches. Voilà, c'est l'Église qui le dit. Sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, les cloches des églises sont vraiment au cœur de la vie des gens. Pourquoi ? À la fois pour marquer les heures, bien évidemment, il n'y a pas de montre, mais surtout parce qu'elles annonçaient tous les événements un peu inhabituels dans le village ou dans la ville, que ce soit des événements heureux, mariage, baptême, ou alors des événements un peu plus compliqués, des dangers, des invasions, des incendies, etc. Donc, autant dire qu'à cette époque-là, ça carillonnait à tire-larigot toute la journée. Et comme à ce moment-là, entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques, les enfants n'entendaient plus les cloches. Ils disaient « Mais maman, papa, que se passe-t-il? What's it happening ?» Même s'ils ne parlaient pas anglais. Très bon anglais. Du coup, les parents ont trouvé un truc. Ils ont dit en fait, les cloches s'en vont à Rome. Elles vont se faire bénir par le pape. Elles en profitent pour se charger de chocolat, de friandises. Et elles ne reviendront que le dimanche de Pâques en carillonnant
ballonnant et en laissant des friandises dans les jardins. On ne pouvait pas juste donner la vraie histoire finalement. Non, c'est pas possible. non. Pour les petits, c'est toujours mieux comme ça de fantasmer ça. Et pour l'œuf, une histoire avec la poule? Oui, alors justement, une question philosophique pour vous à la maison et pour vous Virginie. Qui est apparu en premier de l'œuf et de la poule? Mais on ne sait pas justement, c'est toujours la même histoire. Eh bien, figurez-vous qu'on sait. Oui, il y a une réponse scientifique à ça parce qu'on a retrouvé des œufs bien avant que le premier ancêtre des poules arrive sur Terre. Donc, en fait, c'est l'œuf c'est le Donc concept. l'œuf est arrivé comment? L'œuf est arrivé par, vous savez, les petits... Alors, on va refaire le Big Bang. Le Big Bang, ensuite, il y avait des petites bactéries qui ont fait des petits premiers animaux, des petits poissons qui sont venus sur la plage. Et donc, il y a les petits premiers œufs. Et dans les poissons, il y avait les premiers œufs. Voilà, donc c'est l'œuf qui est arrivé avant la poule. Donc on a avant le poisson. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est pour ça, et c'est parce que l'œuf est vraiment au cœur de la vie des gens, que dès les premières civilisations, l'œuf symbolise le mystère de la vie. Le mystère de la vie qui renaît continuellement. Et c'est vrai que c'est complètement fou de se dire que il y a une coquille, il y a quelque chose dedans, et ça donne la vie. C'est quand même assez incroyable. Et donc, voilà, quand on a ce regard de nos anciens, ça inspire beaucoup philosophiquement. C'est quelque chose d'un peu insaisissable, d'un peu magique, et ça les a beaucoup inspirés. Non, pas du tout. C'est des croyances d'il y a 5000 ans. Mais au contraire, je respecte complètement. Je suis fascinée par ce que vous me racontez. Et donc, figurez-vous qu'il y a 5000 ans, au printemps, les Perses, les Égyptiens et les Romains avaient pour habitude de peindre et de s'offrir des œufs de poule pour se porter bonheur et pour fêter l'éclosion de la nature. En Gaule, même symbolique, les druides peignaient les œufs en rouge pour célébrer le retour du soleil. Et chez les Juifs, et là c'est intéressant, depuis le début, l'œuf est à la fois le symbole de la vie, mais aussi de la mort. Parce qu'à Pessah, qui est donc la Pâque juive, on trempe un œuf dans de l'eau salée pour commémorer, pour se rappeler tous les Juifs, tous les Hébreux à l'époque, tous les Hébreux qui sont morts pendant les 40 années de pérégrination dans le désert jusqu'à la terre promise. Donc vous voyez, il y a vraiment dans l'œuf quelque chose de divin presque. Alors pour les chrétiens, le renouveau, la renaissance, évidemment, c'est celle de Jésus qu'on célèbre à Pâques. C'est ça. Et quand l'Église met en place le carême, dont je vous avais donc déjà parlé, ils disent « on ne mange pas d'œufs ». Voilà. Sauf que le problème, c'est que pendant ces 40 jours, les poules, elles ne s'arrêtent pas de pondre. Forcément, ça continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on prépare des bons petits plats à base d'œufs qu'on va pouvoir manger une fois ces 40 jours passés. Mais surtout... On les conserve pendant 40 jours. On les conserve pendant 40 jours. Alors, ça devait sentir un petit peu le pourri. Ou en tout cas, on les vidait pour ensuite les décorer, les peindre. Et on se les offrait au matin de Pâques pour célébrer l'importance de la résurrection. Et petit à petit, donc, on va les vider et mettre du chocolat à l'intérieur. Ça, c'est aux environs du 16e, 17e siècle. Et puis, à partir du 18e, 19e, l'industrialisation va faire en sorte qu'on va pouvoir faire des moules et on va avoir l'idée de faire donc des œufs totalement en chocolat. Alors, on a parlé des cloches, on a parlé des œufs. Il reste les lapins, forcément. Le lapin, c'est une tradition germanique, figurez-vous, qui a été importée en France. Le lapin ou le lièvre, ça dépend des régions, c'est l'emblème de la déesse païenne qui s'appelle Ostara, déesse de la fertilité. D'ailleurs, Ostara, Easter, en anglais, Easter, Pâques. Ostara, Pâques, vous avez compris. Donc en fait là-bas, dans tous les pays germaniques, ce sont les lièvres et les lapins qui cachent les œufs dans le jardin. Et comme ce sont des animaux très féconds, il y a à peu près 4 à 8 portées par an pour ces animaux-là. En fait, c'est le symbole de l'abondance. C'est le symbole de la vie qui renaît, de la prolifération. Et comme on sait que l'Alsace et la Lorraine ont été allemandes pendant très longtemps, c'est normal du coup qu'il y ait eu un effet de contamination positive cette fois. Et c'est comme ça que les lapins sont arrivés aussi en France. Voilà, vous savez tout. On a fait poule, œuf, lapin, cloche. C'est bon. Donc lundi prochain, vous venez avec les œufs, la totale. Ah là, vous voulez qu'on vous arrose, mais c'est pas possible, non, non. Dit comme ça, non. Mais en revanche, manger du chocolat avec plaisir. Ça vous arrose de chocolat. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas. Petit Papa Noël, je chante. Merci beaucoup en tout cas, Charles-Louis. C'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Yazid Hichem Rahen. Bonjour Yazid. Bonjour Malika. Alors, vous êtes chef pâtissier et entrepreneur. Et vous avez la particularité d'avoir été champion du monde des desserts glacés, c'est ça? C'est la bonne appellation? Exactement. C'était en 2014. Il y a eu un livre
C'est ça, un premier livre. Ouais. Créé pour survivre. Exactement. Ça, c'est le deuxième livre que j'ai sorti en même temps que la sortie du livre, du film. Du film. Exactement. Donc le premier livre a été adapté au cinéma. Exactement. Il est encore en salle. Voilà. Ça s'appelle À la belle étoile, produit par Jamel Debbouze en plus. C'est ça. Et ensuite, il y a eu ce second livre alors. Exactement. Donc je le remontre. Ça fait quoi de voir sa vie au cinéma ? Ça a été une expérience à la fois psychologique forte et humainement florissante. Ça m'a fait grandir énormément. Après, j'ai eu le temps de me préparer parce que l'écriture d'un scénario, ça met 3 ans. Le tournage en lui-même met 8 semaines. Néanmoins, T'as c'est un participé projet. à l'écriture du scénario ? Ouais, en fait, je suis coproducteur du film et je suis co-scénariste. Donc, j'ai été consultant sur le scénar. Je suis intervenu sur chaque étape, forcément, de la construction du film, où la production m'a soumis quelques idées, même si c'est pas mon métier. Et puis je suis intervenu en qualité de conseil lors du tournage, et ça m'a permis en fait d'avoir un recul tout particulier sur l'adaptation. Tes projets dans les semaines, dans les mois à venir ? Essayer de me reposer un peu. Néanmoins, je viens d'ouvrir au Koweït une boutique. J'ouvre à Oman aussi dans 9 mois. Et j'ouvre à Paris en septembre. C'est mon plus gros challenge. Parce que là, à Paris, tu n'avais pas de... Rien du tout. Rien. J'avais 2 boutiques que j'ai ouvertes juste avant le Covid, 9 mois avant le Covid. Et puis, ça a été un sujet d'actualité. J'ai fermé parce que le Covid plus les gilets jaunes, ça a été très compliqué pour moi, financièrement. Et puis, je continue à l'étranger. Mais en France, j'étais un peu traumatisé de cette expérience entrepreneuriale. Et donc là, en septembre, ça va être la première boutique que je vais réouvrir en dur depuis 3-4 ans maintenant. Je pense que je serai soit au Opéra, soit dans le 16e. Ok, super. On arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit flashback. Avec plaisir. Où est-ce que tu as grandi ? À Chouilly, dans la Marne, une petite ville de moins de 1000 habitants, à côté d'Épernay. Ouais, d'Épernay, c'est ça. Tu as grandi en famille d'accueil de 2 à 10 ans, c'est ça ? Exactement, exactement. Pourquoi ? J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance parce que ma maman ne pouvait pas s'occuper de nous. Elle était alcoolique, prostituée, droguée, un lourd passé. Et donc, on m'a mis en famille d'accueil parce que c'est ce qui était le plus adapté pour moi à mon jeune âge. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été placé en foyer parce que ma famille d'accueil partait en retraite. Ça reste qu'un travail, même s'ils m'aiment comme leurs enfants. Et puis, changement total de vie. La famille d'accueil au foyer, ça n'a rien à voir. Et tu avais une sœur ? J'avais une sœur, exactement, Soraya. Et puis j'avais un petit frère aussi qui est décédé. Donc on a eu tous un parcours de vie assez différent. Ta sœur, tu étais placée avec elle ? J'ai été placé pendant 2 ans avec elle en famille d'accueil. Et puis elle est tombée aussi dans quelques travers qui s'avoisinent un peu à ceux de ma maman. Et du coup, elle a fait son parcours de vie. Elle est allée au foyer rapidement. Voilà. Tu n'es plus en contact avec ? Non, plus du tout. Par exemple, le film, je ne sais pas si elle l'a vu. Je pense qu'elle l'a vu. Et du coup, aujourd'hui, tu penses, t'es pas sûr ? Non. Si elle t'écrivait, tu répondrais pas ? Je pense que je répondrais. Je suis pas un monstre, mais c'est comme si tu es jamais allé au McDo de ta vie. T'as pas envie d'aller au McDo. Donc moi, c'est un peu pareil avec le cadre familial. J'ai jamais vraiment eu d'attache familiale proche, en tout cas. Et donc, j'en ressens pas le besoin. Sauf pour ta famille d'accueil. Exactement. Sauf pour ma famille d'accueil. Et je trouve au quotidien mon bonheur et mon équilibre dans les projets entrepreneuriaux, le sport, et puis un cadre de vie assez sain. Et c'est comme ça que je... Et tu dis qu'il y a eu un choc entre la famille d'accueil et le foyer ? Ouais. J'ai grandi chez monsieur et madame Binet-Yves à Chouilly, donc avec une éducation parfaitement française, une belle éducation d'ailleurs, pleine d'amour et de rigueur. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé placé dans un foyer où il y avait toutes sortes de jeunes mélangés. Moi, je suis arrivé à 10 ans, mais il y avait des jeunes de 3 ans, comme des jeunes de 16, 17 ans. Et t'es plongé au plus jeune dans un cadre où c'est le zoo, quoi. C'est chacun pour sa peau. Si t'es pas le loup, t'es le mouton. Et il vaut mieux être du côté des loups, sinon t'es vite cuit. Et j'ai fait pas mal de petites bêtises, j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis aussi de faire ce que je fais aujourd'hui. Tu dis oui, que c'est ça qui t'a conduit dans une période compliquée, qui t'a amené devant la justice ? Exactement. Ouais, j'ai eu... en fait, quand j'étais plus jeune, donc le tout premier foyer, pour te la faire courte, je me suis fait victimiser, comme tous les jeunes qui arrivent dans ce genre d'établissement. Et puis, le deuxième, j'ai commencé à me rebeller. J'étais très en colère contre la vie, parce que quand t'es
plus jeune et que tu grandis à l'aide sociale à l'enfance, tu cherches dans les yeux de ta mère réconfort et aussi exemplarité. Quand celle-ci n'a pas ce qu'il faut pour s'occuper de toi, bah, tu commences à être, comment dirais-je, en colère contre la terre entière, et puis tu trouves des moyens d'expression. Tu la voyais quand même pendant cette Ouais, période-là? je la voyais, ouais. En fait, quand tu es placé du vendredi au dimanche, tu vas chez tes parents, et du lundi au vendredi, bah, tu es placé dans un centre, et mon seul moyen d'expression, ça a été longtemps de toutes sortes de petites bêtises voilà, qui s'avoisinent de la petite délinquance, mais... Et justement, à ce moment-là, quand tu te retrouves devant le juge, il te dit qu'il n'y a que 2 possibilités. Ouais. C'est soit la prison pour enfants, soit la formation. Prison pour mineurs. J'ai fait un petit peu de centre éducatif renforcé, quelques mois. Et comme ça m'a fait peur, tout ce monde-là, et puis j'étais pas un voyou. J'étais juste un petit jeune un peu perdu qui avait besoin de s'exprimer et qui voulait de l'attention à tout prix. Donc quand on m'a mis dans les mains la possibilité de faire un métier, et en plus un métier d'artisanat, un métier de création, qui est la pâtisserie, et la première fois que j'en ai fait, c'était dans une cantine scolaire, dans mon foyer, en fait, voilà. Et puis, au travers de quelques crèmes brûlées ou des fraisiers pas très bons avec de la poudre et de l'eau, et j'avais un autre moyen d'expression que la violence et des Comment choses tu as comme choisi ça. et comment tu t'orientes vers la pâtisserie? Avec toute l'honnêteté du monde et le recul psychologique nécessaire, je pense que ce qui m'a guidé toutes ces dernières années, c'est un manque de reconnaissance. Quand tu grandis comme ça, tu n'as aucune reconnaissance de ta famille. Mes tout premiers gâteaux, même s'ils n'étaient pas bons, on le voit d'ailleurs, un extrait dans le film, l'éducateur qui dit « Qui est-ce qui a fait cette crème brûlée? Elle est bonne ». En fait, elle n'était pas bonne, ma crème brûlée, mais le simple fait qu'on me dise « C'est pas mal ce que tu as fait », on me prédisait autre chose que la prison et tout un tas de trucs, et je m'y suis enfoncé dans la voie professionnelle. Exactement. Ça aurait pu être une autre formation, mais les 2 fils de ma tati et mon tonton, donc ma femme d'accueil, étaient pâtissiers. D'accord. Un travaillait à Leclerc, l'autre à Cora. Donc j'ai grandi avec le goût populaire de la pâtisserie. Déjà une sensibilité. Et je voulais faire comme eux très jeune. S'ils avaient fait des fleurs, peut-être qu'aujourd'hui je serais fleuriste. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Yazid Hichemren pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour revoir toutes les émissions, ainsi que les chroniques de notre cher Loïc Landreau si vous voulez apprendre, en tout cas, ou apprendre tout simplement, redécouvrir beaucoup d'histoires, effectivement, sur l'éducation. Moi, je propose qu'on fasse un DVD de nos plus grands fous rires. Oui. Vous êtes sûr qu'on va... Je pense qu'on va en vendre. Ah, si. On va en vendre un. C'est ça, au moins, à nos 2 mamans. Je pourrais vous offrir des œufs. Comme ça, oui, ça financera. Je veux des cloches, moi, ça me concerne. Je me sens beaucoup plus concernée par les cloches. Je comprends. Et ne riez pas, dites donc. Merci beaucoup à vous tous en régie. Thibaut Goury-Lafont au son, Romain Luc à la réalisation, Thaïs Sayad au maquillage et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.